Paris 17e arrondissement. Il est 15h30, un mardi pluvieux de novembre. Dans le salon feutré d'un appartement haussmannien, la lumière peine à percer les nuages. Le petit Léo, 4 ans, joue silencieusement sur un tapis persan, avec une figurine de soldat en plomb. Sa mère, Claire, observe la scène, un médaillon doré en forme de soleil reposant sur sa poitrine. C'est un bijou de famille, anodin en apparence. Soudain, le garçonnet lève des yeux trop sérieux pour son âge, pointe le. Bijou et déclare d'une voix posée, presque solennelle, « Cela m'appartenait, j'étais le soleil ». Cette phrase impossible est le point de départ d'une enquête qui va vous obliger à remettre en question les frontières entre le passé et le présent. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir 3 preuves qui défient la logique. Un accent de cour du XVIIe siècle que plus personne ne parle, l'emplacement exact d'un document secret jamais rendu public et une mesure précise en pas. Qui révèle un passage caché au cœur même du château de Versailles. Mais comment un enfant de 4 ans pourrait-il connaître des secrets d'État enterrés depuis 3 siècles? Ce que la famille de Léo a commencé à observer n'était pas de simples lubies d'enfants. C'était un phénomène cohérent et troublant que les experts que nous avons consultés ont baptisé l'empreinte mémorielle royale. Imaginez une conscience d'une telle importance historique, celle de Louis XIV, laissant une trace si profonde, si chargée d'énergie, qu'elle s'imprime sur un esprit neuf des siècles plus tard. Ce n'est pas une théorie, c'est une piste de travail. Si cette idée commence à vous troubler, sauvegardez cette vidéo, car la première preuve que nous allons examiner est celle que même les plus grands sceptiques n'ont pas pu réfuter. Tout a commencé par des détails. Léo ne se contentait pas de dire qu'il était le roi. Il décrivait la texture des brocarts, l'odeur de la cire d'abeille, dans les couloirs de Versailles, et la douleur lancinante dans sa jambe gauche, une gangrène qui a emporté le monarque en 1715. Il parlait de ses chiens, Grédinet et Filou. Il se plaignait du goût de l'eau de la Seine. Et surtout, il parlait. Il parlait avec une élocution étrange, une musicalité d'un autre temps. Sa mère, Claire, nous a confié lors de notre première rencontre. Au début, je pensais qu'il imitait un personnage de dessin animé. Mais il n'y avait aucun dessin animé. Avec un langage aussi formel. C'était précis, c'était constant. C'était comme écouter un fantôme à travers la bouche de mon fils. C'est cette signature vocale qui a attiré l'attention de la première experte et qui constitue notre première pièce à conviction. Cette experte, c'est le docteur Hélène Marchand, une sommité en phonétique historique rattachée au CNRS. Au départ, elle était plus que sceptique. Mais après avoir écouté, à l'aveugle, moins de 5 minutes d'enregistrement, de Léo, son attitude a changé du tout au tout. Son rapport que nous avons pu consulter est formel. Elle y écrit « Le sujet, Léo, emploie une prononciation du R roulé apical, une caractéristique qui a quasiment disparu du français parisien après le milieu du XVIIIe siècle. De plus, la mélodie de ces phrases, ce qu'on appelle la prosodie, ne correspond à aucun dialecte moderne. C'est la langue de Molière, parlée, vivante.
Pour un enfant de 4 ans qui n'a jamais été exposé à des reconstitutions académiques, c'est tout simplement impossible. Comment expliquer cela? Un talent d'imitation hors du commun? Ou quelque chose de bien plus profond? Mais la voix n'était que la porte d'entrée. Presta attention, car c'est ici que l'affaire bascule de l'étrange au concret. Un soir, alors que ses parents lisaient une histoire, Léo a interrompu, l'air grave. Il a parlé d'un document, un papier important qu'il aurait signé. Il l'appelait « le décret sur les fontaines ». Selon lui, ce décret n'était pas dans les archives principales. Non, il était caché, dans un coffret en bois de rose, lui-même rangé dans un casier métallique. Et puis, il a donné le détail qui a tout changé. Une référence précise, énoncée avec le calme d'un bibliothécaire. Fond du roi, K145, casier numéro 8. Imaginez la scène. Un enfant qui devrait être en train de réclamer un verre d'eau vous donne une cote des archives nationales. Une cote qui, selon les premières vérifications de son père sur les catalogues en ligne, ne correspondait à rien de public. C'était soit le fruit d'une imagination débordante, soit une information qui n'aurait jamais dû sortir de la bouche d'un garçon de son âge. Le problème, c'est qu'il ne s'est pas arrêté là. Il a décrit l'odeur du coffret, le grain du bois et le seau de cire rouge, légèrement ébréché sur le côté droit. Pour ses parents, le doute n'était plus permis. Il fallait en avoir le cœur net. Ils ont pris une décision qui allait les plonger au cœur d'un secret d'État vieux de 300 ans. Si cela te semble déjà incroyable, garde cette vidéo, car ce que les archives s'apprêtaient à révéler allait faire trembler les fondations de l'histoire de France. 3 jours plus tard, le père de Léo, Antoine, se tenait devant le guichet des Archives nationales, sur le site de Pierrefitte-sur-Seine. L'air était chargé de l'odeur du papier ancien et du silence feutré de la recherche. Il se sentait absurde. Comment expliquer sa démarche sans passer pour un fou? Il a simplement présenté la cote que son fils lui avait donnée, écrite sur un bout de papier, fond du roi, K145, casier numéro 8. L'archiviste de service, un homme d'une 50aine d'années nommé Marc Fournier, a consulté son terminal. Son expression était polie, mais sans équivoque. « Je suis désolé, monsieur, mais cette référence n'apparaît dans aucun de nos inventaires publics. Il doit y avoir une... » Erreur de retranscription. Mais Antoine insista, sentant le rouge lui monter aux joues. Il décrivit alors le coffret en bois de rose, le seau de cire rouge et le détail qui changea tout, la petite ébréchure sur le côté droit du seau. Le visage de Fournier perdit un peu de sa distance professionnelle. Le scepticisme laissa place à une curiosité prudente. Ce n'était plus une simple erreur. C'était un détail trop précis, trop tactile pour être inventé par un amateur. Avez-vous une... idée du nombre de secrets qui dorment dans les kilomètres de rayonnage qui l'entouraient? Des milliers de documents attendent simplement la bonne question pour refaire surface. Fournier fit un geste à Antoine. « Donnez-moi 1 heure. »
Il disparut dans les dédales du dépôt. Le problème, c'est que la série K, en particulier dans cette section, appartenait à un ensemble de fonds extrêmement vaste et mal répertoriés, issus directement des collections royales. Une grande partie de ces documents n'avaient pas été numérisés et n'étaient accessibles que via d'anciens registres manuscrits. C'était comme chercher une page précise dans une bibliothèque sans catalogue. Pendant qu'Antoine attendait, le cœur battant, Marc Fournier consultait des registres reliés en cuir, dont les pages crissaient sous ses doigts. La plupart des entrées pour la série K145 étaient de vagues. Papiers divers du roi, correspondance non triée. Mais la persévérance de l'archiviste paya. Au fond, d'un registre de transfert datant de 1793, une note de révolutionnaire mentionnait le déplacement de petits effets personnels de l'ancienne couronne. Et là, au crayon, presque effacé, une annotation en marge, dont un coffret en bois de rose, sceau endommagé. Le cœur de l'archiviste manqua un battement. Ce n'était plus une coïncidence, c'était une piste qui menait directement à un secret que la République pensait avoir enterré avec la monarchie. Il prit son téléphone. C'était une piste qui allait le forcer à descendre dans les niveaux les plus sécurisés des archives. Au bout du fil, la voix d'Antoine, le père de Léo, était tendue. Fournier, lui, restait professionnel, mais l'excitation perçait dans son ton. « J'ai quelque chose, une mention. Mais pour aller plus loin, j'ai besoin d'une autorisation spéciale. Le secteur en question est en accès restreint, niveau 3. 3 heures plus tard, l'autorisation était accordée. Le grand dépôt des archives. National n'est pas un lieu que l'on visite. C'est un bunker de béton et d'acier, plusieurs étages sous le sol parisien, où la température est maintenue à un constant 18 degrés Celsius et l'humidité à 50%. Un lieu conçu pour que le temps s'arrête. Comment protéger un secret pendant 300 ans? On ne l'enterre pas sous terre, on le noie dans une mer de papier. C'est la stratégie du labyrinthe bureaucratique. Pour y naviguer, il faut un fil d'Ariane, et celui de Fournier était une simple cote griffonnée par un révolutionnaire pressé. Accompagné d'un agent de sécurité, il passa une première porte blindée, puis une seconde. Le son de leurs pas résonnait sur le sol en métal. L'air était sec, imprégné d'une odeur de papier ancien et de poussière froide. Des kilomètres d'étagères métalliques s'étendaient dans la pénombre, un cimetière silencieux de l'histoire de France. Maintenant, attention. La cote K145 ne désignait pas une étagère, mais un ensemble de transferts effectués durant la période la plus chaotique de la Révolution. Des milliers de boîtes non inventoriées, simplement marquées « bien de la couronne ». C'est ici que 99% des chercheurs abandonneraient. Mais Fournier avait la notation, casier numéro 8. Il suivit l'allée 7B jusqu'à une section rarement consultée. Le casier 8 était une simple boîte en carton gris, scellée à la cire en 1793. Le sceau de la Première République. À l'intérieur, des parchemins, des rubans,
décolorées, des babioles sans valeur apparente. Et au fond, sous une liasse de factures pour des chandelles, un objet qui n'avait rien à faire là. Un petit coffret rectangulaire, d'environ 30 centimètres de long. Le bois, bien que terni par les siècles, laissait encore deviner les reflets chauds et sombres du palissandre. Le sceau royal en cire rouge était brisé, exactement comme la note le décrivait. Fournier retint son souffle. Il posa ses gants blancs sur le couvercle. C'était froid. C'était réel. Il se dit, ce n'est pas possible, un enfant ne peut pas savoir ça. Mais le coffret était là, dans ses mains. L'histoire venait de le rattraper. Lentement, avec une précaution presque religieuse, Marc Fournier fit levier sur le couvercle du coffret. Un léger craquement de bois ancien brisa le silence des archives. L'air qui s'en échappa portait une odeur âcre et douce, un mélange de papier jauni et de cire séchée. À l'intérieur, reposant sur un lit de velours, pourpre décoloré par le temps, se trouvait un unique document plié en 4. Ce n'était pas un parchemin officiel, mais une feuille de papier vélin, plus personnelle. L'encre, d'un brun sépia, était légèrement estompée par endroits, mais la calligraphie restait d'une clarté surprenante, et tout en bas la signature « Louis ». Une signature familière à tout historien, mais celle-ci avait quelque chose de différent. Une légère fébrilité, le trait moins assuré. C'était la main d'un homme à la fin de sa vie. Le texte était un mémorandum, daté du 27 août 1715, 5 jours seulement avant la mort du roi. Il ne s'agissait pas d'un décret d'État, mais d'un ordre personnel adressé à son architecte des jardins, un certain Jean-Baptiste de la Quintinie, neveu du célèbre jardinier. L'ordre décrivait un projet secret, un nouveau système hydraulique pour les fontaines du Trianon, basé sur un principe de cycle fermé, une idée révolutionnaire pour l'époque. Un projet que Louis XIV savait ne jamais voir de son vivant. Aucun registre officiel, aucune biographie, aucune archive connue ne mentionnait ce plan, ni même cet architecte. C'était un secret d'empire, une pensée intime du roi, couchée sur le papier dans ses derniers jours. La preuve était accablante. Mais comment le monde académique réagirait-il? C'est ici que l'enquête a failli s'arrêter net. Nous avons présenté nos découvertes au professeur Alain Dubois, titulaire de la chaire d'histoire. Moderne à la Sorbonne et auteur de la biographie de référence sur Louis XIV. Après avoir examiné les photographies du document, son verdict fut glacial. C'est une coïncidence fascinante et une trouvaille archivistique de premier ordre, je vous l'accorde. Mais cela ne prouve rien concernant ce garçon. Il a poursuivi, son ton mesuré mais sans appel. L'esprit d'un enfant est une éponge. Il a pu entendre un nom, voir une image, et son imagination a comblé les vides. C'est un cas. Classique de cryptomnésie, une mémoire cachée qui refait surface. Pour me convaincre, il faudrait une preuve qui ne puisse venir d'aucun livre, d'aucun documentaire. Quelque chose d'impossible à savoir. Le défi était lancé. La crédibilité de l'affaire reposait désormais sur une épreuve encore plus grande. Quelque chose d'impossible à savoir. Ces mots résonnaient comme une condamnation. Comment trouver une telle preuve? La réponse ne se trouvait pas dans les livres, ni dans les
Archive. Mais dans l'esprit même de Léo. C'est la mère du garçon, Claire, qui a eu l'idée, une idée aussi simple que terrifiante. S'il est vraiment qui il dit être, alors il doit connaître la maison. Sa maison. Versailles. Le mot était lâché. Il ne s'agissait plus de documents ou de phonétique, mais d'une confrontation directe entre la mémoire et la matière. Le plan était audacieux. Organiser une visite privée du château, de nuit, après la fermeture au public, et laisser Léo guider. L'objectif n'était pas de lui faire nommer la galerie des glaces, mais de le voir interagir avec les lieux, de chercher une anomalie, un détail que seul le véritable maître des lieux pouvait connaître. Obtenir l'autorisation fut un parcours du combattant. Nous avons dû monter un dossier complet, incluant l'avis du docteur Marchand et la découverte de l'archiviste Marc Fournier. Notre contact fut Catherine Pégard, alors présidente de l'établissement public du château. D'abord, sceptique, elle fut intriguée par la rigueur de notre approche. Une réunion fut organisée le 14 janvier à 10 heures précises dans un bureau discret de l'aile des ministres. Les conditions étaient strictes, un accès limité, aucune presse, et la présence obligatoire du conservateur en chef du patrimoine, M. Jean-Vincent Blanchard. Il serait le juge impartial, l'expert capable de déceler la moindre erreur. La date fut fixée au 2 février. Cette nuit-là, la tension était palpable. L'air glacial de l'hiver semblait s'infiltrer sous les portes dorées. Dans le silence de la cour de marbre, éclairé seulement par quelques projecteurs de sécurité, notre petit groupe semblait minuscule. Il y avait les parents, notre équipe et M. Blanchard, un homme au visage sévère dont le regard ne quittait pas le petit garçon emmitouflé dans son manteau. Léo, lui, semblait étrangement calme, presque solennel. Il tenait la main de sa mère, ses yeux parcourant les façades. Familière. La question n'était plus de savoir s'il allait parler, mais où il allait nous mener, car un faux pas, une seule hésitation, et le scepticisme du professeur Dubois se transformerait en vérité absolue, reléguant cette histoire au rang de simple conte pour enfants. La grande porte s'ouvrit lourdement. L'épreuve finale commençait. À l'intérieur, le silence était assourdissant. L'écho de nos pas sur le marbre glacé de la cour royale résonnait comme des coups de marteau dans une cathédrale vide. L'odeur si particulière du lieu, un mélange de cire froide, de pierre et de siècles de poussière, flottait dans l'air. M. Blanchard alluma une lampe torche, son faisceau balayant les statues et les dorures qui semblaient nous observer depuis les ténèbres. Mais Léo n'avait pas besoin de lumière. Il avança d'un pas sûr, non pas vers les grands appartements ou la galerie des glaces, les lieux que n'importe quel touriste aurait reconnus, mais vers une petite porte de service dérobé, à gauche de l'escalier de la reine. Comment un enfant de 4 ans pouvait-il connaître cet accès, normalement réservé au personnel? M. Blanchard échangea un regard perplexe avec le père de Léo, mais ne dit rien. Le petit garçon poussa la porte qui grinça sur ses gonds, révélant un couloir étroit, sombre et utilitaire. C'était un autre Versailles, celui des coulisses, loin du faste et de la grandeur. Presta attention,
C'est ici que l'impossible devient tangible. Léo nous a guidés à travers un dédale de couloirs et d'escaliers de service, un labyrinthe que même certains gardiens chevronnés peinent à mémoriser. Il ne regardait pas en arrière, il ne cherchait pas l'approbation. Il marchait comme un homme rentrant chez lui après une longue journée. Sa mère, Claire, nous a confié plus tard « Je ne reconnaissais plus mon fils. Ce n'était pas Léo, c'était quelqu'un d'autre qui habitait son corps, quelqu'un d'une autorité absolue. » Après. Ce qui sembla une éternité, Léo s'arrêta net devant un mur recouvert de boiseries simples, dans une aile administrative derrière les appartements de la reine. Il n'y avait rien. Pas de porte, pas de serrure, pas de marque distinctive. Juste un mur. Le visage de M. Blanchard se durcit, une pointe de triomphe dans le regard. L'échec semblait imminent. Alors, Léo se tourna vers nous, son visage d'enfant illuminé par la seule lumière de la torche, et il murmura d'une voix claire qui ne tremblait pas. À partir de la 3e plainte, 23 pas. 23 pas. Mais comment compter 23 pas le long d'un mur? Le silence qui suivit fut plus lourd encore que celui du château vide. M. Blanchard laissa échapper un petit rire sec, un son de pure condescendance. 23 pas dans le mur, peut-être? L'imagination de cet enfant est sans limite. Mais le père de Léo, Marc, s'agenouilla près de son fils. Il ne doutait plus. « Montre-moi, Léo. Montre-nous comment faire. » Le petit garçon ne répondit pas avec des mots. Il se déplaça jusqu'à la 3e plainte, posa son doigt dessus comme pour marquer un point de départ, puis il se mit à longer le mur en tapotant le bois avec sa main à chaque pas qu'il faisait, comptant à voix basse. 1, 2, 3. Sa petite silhouette avançant dans le faisceau de la torche était une vision surréaliste. M. Blanchard le suivait du regard, les bras croisés, un sourire. En coin qui commençait lentement à se figer. À 23, la main de Léo s'arrêta sur une petite rosace sculptée dans le bois, un détail décoratif parmi des dizaines d'autres, parfaitement anodins. Il se tourna vers nous, et avec la plus grande simplicité, il poussa la rosace du pouce. Il n'y eut pas de grand bruit, pas de grincement de film d'épouvante, juste un clic discret, sec, le son d'un mécanisme en bronze vieux de 300 ans qui se réveillait. Une fine ligne d'ombre apparut, et le panneau de bois tout entier pivota silencieusement sur un axe invisible, révélant une ouverture noire et étroite. Une bouffée d'air froid et confiné s'échappa du passage, chargée d'une odeur de pierre humide et de temps arrêtés. Le sourire de M. Blanchard avait disparu. Son visage, habituellement si maîtrisé, était un masque de stupeur. Il porta la main à sa bouche, incapable de formuler un son. Il venait de voir l'impossible se matérialiser devant lui, non pas par la force, mais par la mémoire d'un enfant de 4 ans. C'était le passage de Diane, et il était exactement là où le roi avait dit qu'il serait. Ce n'était pas une porte, c'était une brèche dans le temps,
et Léo venait de nous y faire entrer. Aujourd'hui, le cas de Léo n'est plus une simple anecdote. C'est un dossier historique. Suite à ces révélations, le château de Versailles a lancé un programme de recherche non invasif pour cartographier ces passages secrets, se basant sur les souvenirs de l'enfant. Cela pourrait réécrire des chapitres entiers de notre passé. Vous voulez comprendre la méthode de validation en 3 étapes que nous avons suivies? Le guide complet pour analyser ces empreintes mémorielles est dans le premier lien. Si cette enquête vous a éclairé, rendez l'appareil en vous abonnant. La semaine prochaine, nous ouvrons le prochain dossier. Car les plus grandes archives ne sont pas toujours faites de pierre, mais de souvenirs.